Ce soir, tu nous as encore apporté un objet exceptionnel qui coûte quelques milliers, quelques millions d'euros. Non, quelques dizaines de milliers d'euros. C'est déjà pas mal. C'est ça. On va en parler évidemment de ce coffret laqué, c'est ça Exactement. Qui vient du Japon. Un des tout premiers témoignages de la mondialisation. On parle souvent des échanges économiques. Et bien là, c'est un coffre en laque du Japon qui date des années 1640-1660. Donc à l'époque déjà, Japon et France ont échangé du coup à l'époque de Louis XIV. Il y a une époque complètement folle de rivalité entre les puissances européennes qui veulent tous commercer avec l'Asie. En France, on construit la ville de Lorient spécialement pour accueillir la Compagnie des Indes. Et là, vous allez voir sur votre écran, chers téléspectateurs, les images des bateaux de la Compagnie des Indes hollandaise. On les Hollandais qui ont la compagnie la plus impressionnante. Ils créent même au Japon, avec le monopole de ce pays, ils ont le monopole du commerce avec ce pays, une île artificielle pour accompagner leur bâtiment et échanger ensuite les précieuses marchandises qui sont fabriquées au Japon, en particulier la porcelaine et la laque. Alors justement, la laque dont tu parles, c'est la laque que je mets dans mes cheveux avant l'émission. Excellent. Attendez, parce que je fais des blagues à 2 balles, mais là il me l'a écrit et je l'ai bien reprise quand même, on est d'accord. Excellent, excellent. C'est exactement le même principe de la laque, si ce n'est que la technique est un petit peu différente. Au XVIIe siècle, tu n'as pas d'aérosol. Concrètement, on va chercher la sève d'un arbre, l'urushi qu'on appelle au Japon. Là, vous avez une image d'un récolteur de sève. Puis tu passes la sève de cet arbre tranquillement, en couche, sur un panneau de bois. Une couche, 2 couches. Tu laisses sécher. Et puis tu ponces. Il y a pas mal de relief ici. À chaque fois qu'on ponce, on manque d'effacer une partie du décor. Donc c'est une technique qui est extrêmement précieuse, compliquée, qui prend du temps. En fonction du colorant, tu peux avoir un bel aspect brillant. Mais surtout, la laque est extrêmement appréciée parce qu'elle ne se corrompt pas. Et dans les usines chimiques au Japon, l'intérieur des tuyaux est en laque pour pouvoir passer les produits les plus corrosifs. Alors là, c'est très sophistiqué. Il y a de la décoration avec de l'or, c'est ça? C'est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Là, tu as la Rolls-Royce de la laque, si tu veux. Tu as une décor d'or et d'argent avec de la poudre d'or, c'est ce qu'on appelle la technique du maquillé. Et généralement, sur ces pièces qui sont fabriquées à cette époque au Japon, on les fabrique spécialement à destination de l'exportation. Les Hollandais demandent des scènes, des grandes vues générales du Japon. Là, vous avez un lac qui se présente juste devant vous. On le voit juste devant, ouais. Et ce coffre-ci est un peu exceptionnel parce que vous voyez qu'il n'y a pas seulement des... Je ne sais pas si on le voit. On le voit, regarde, ça arrive tranquillement. C'est parfait, formidable. Vous avez aussi des personnages qui sont représentés. Là, ils sont en train de chasser des daims qui sont en train de se baigner. Sur le côté qui est là, vous allez les voir en train de faire un jeu de société. Ils ne sont pas en train de faire un puzzle, ils sont en train de jouer au jeu de Go. De l'autre côté, vous avez sur le plateau des combats de coqs qui vont apparaître sur votre écran, ébahis, mesdames et messieurs, les téléspectateurs, ou encore un peintre. Et parmi tous les coffrets en laque qui ont été créés à cette époque, il n'y en a plus qu'une quinzaine qui existent de nos jours. Et c'est le seul qui ait des petits personnages. Alors, c'était quoi l'usage de ce coffret à l'époque? Écoute, aujourd'hui, on vend des sacs à main aux Chinois, aux Japonais. Je crois que tout le monde connaît le nom d'Hermès ou de LVMH. À l'époque, c'est exactement l'inverse. C'est eux qui nous vendent nos coffrets de luxe. Si tu observes, il y a tout un tas de compartiments secrets pour pouvoir y ranger tes accessoires. Alors, tu peux le transformer en encrier pour pouvoir y garder tes encriers. C'était ensuite garni à l'époque. Tu peux y cacher tes bijoux dans les compartiments secrets qui vont apparaître sur le côté. Mais ici, pour trouver l'usage de ce coffre, il faut regarder l'intérieur du panneau. Vous avez 2 petits Chinois qui sont en train de jouer avec des lanternes. Et au milieu, il y a un léger décrochage, c'était pour mettre un miroir. Et regarde le Chinois, il montre ton reflet du doigt dans le miroir. C'était une vanity case de luxe fabriquée au Japon en 1640 pour les Européens. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait se balader pour voyager avec ce genre de coffret. La marquise de Pompadour en possède 3, un pour écrire, un autre pour ranger ses bijoux, et puis un autre effectivement pour ranger ses poudres et ses décors. Il fallait être assez riche du coup pour avoir ce type de produit. Eh bien écoute, en effet, il n'y a pas grand monde qui possédait ce type de produit. Pourquoi ? Parce que ça coûtait très cher à produire, il y en a très peu qui arrivaient ensuite. On n'en a retrouvé que 15, je te disais aujourd'hui, qui existent sur Terre. 15
en regardant l'inventaire d'un des plus grands collectionneurs de son temps, je suis tombé sur l'inventaire du cardinal Mazarin, qui était l'homme le plus riche de tout l'Ancien Régime en France. C'est le plus grand détournement de fonds publics dans l'histoire de la France. Si tu veux faire une analogie avec certains d'aujourd'hui, Ah non, peut-être mais aujourd'hui, personne ne lui arrive à la cheville. La succession, Il y en a qui c'est sont énorme. assez forts. Hein. Et alors, je prends mon papier parce que sous le numéro 837, on trouve 2 coffres en vernis de la Chine. On confond à cette époque la Chine et le Japon. Aujourd'hui, on ne le confond plus. Hein. Aussi en forme de tombeau, c'est une forme de tombeau, de pagode. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la collection du cardinal Mazarin, dont l'un a les colonnes aux encoignures, c'est-à-dire sur les coins, unis, dorés, et l'autre balustre, doré et de noir. Donc c'est potentiellement l'un des coffres de Mazarin. Moi, ça me rappelle un très grand souvenir, parce qu'il y a une dizaine d'années, on avait découvert avec mon père un grand coffre en lac de Mazarin. Peut-être que l'image va pouvoir s'afficher sur votre écran, qui aujourd'hui, au musée Rijksmuseum d'Amsterdam, là c'était king size. Ici, c'est plus petite taille, mais c'est la meilleure des qualités. Donc vous l'aviez vendu celui-là du coup alors? Celui-ci, on l'avait vendu, il avait fait un prix complètement fou, on l'avait vendu pour plus de 7 millions d'euros. Génial. Il servait de bar. Et tous ces objets, encore, ont une utilité. Si tu veux te porter à cœur de celui-ci, bah, tu pourras le transformer en cavaliqueur. Bien sûr, Aymeric. Ou est-ce que tu voudras, mon cher Aurélien? J'ai joué au loto ce soir, on en reparle demain si tu veux. Merci en tout cas Aymeric, rouillac.com pour toutes les informations. C'est toujours un plaisir de t'avoir en plateau avec nous, surtout à quelques jours de l'été.